Bonjour à tous. Cette nouvelle émission Santé Plus avec vous, Bernard Volcker, est consacrée aux maladies tropicales négligées. Et avec nous, le professeur Éric Pichard. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes infectiologue à l'Hôtel-Dieu, mais de Paris à PHP. Et vous allez nous expliquer ce que sont ces maladies tropicales négligées, s'il y en a beaucoup. Pourquoi sont-elles négligées ? D'abord, ce sont des maladies, mais la plupart sont des maladies infectieuses. Pas toutes, mais ce sont des infections tropicales. Alors, tropical, le mot est fâcheux, parce qu'on ne sait pas, en français, pour cette discipline qui sont les maladies infectieuses tropicales, ce que c'est que les tropiques. Est-ce que c'est 23 degrés nord, 23 degrés sud par rapport à l'équateur ? Non. Il y a plein de pays qui ont des maladies tropicales négligées qui sont en dehors de cette zone géographique. Donc en fait, ça touche les pays à ressources limitées, qu'on appelait dans le temps les PED, les PVD, les pays moins avancés, les pays en développement, etc. Ça, c'est pour le fait principal, c'est que c'est des pays pauvres. Et négligés, c'est un petit peu la conséquence de ce qu'on vient de dire, c'est négligé parce que ça touche des gens qui ne sont pas solvables souvent pour la prise en charge de leurs soins, des gens qui sont donc dans des pays pauvres, des gens qui sont exclus, c'est-à-dire exclus du système de santé, qui sont loin des centres de santé, qui intéressent en fait peu le monde qui est pris dans d'autres infections à la mode que des maladies qui pourraient être appelées exotiques. D'ailleurs, dans le temps, on appelait les pathologies exotiques avant d'appeler tropicales. Et actuellement, ces deux mots sont même tombés en désuétude et on dit santé internationale. Donc, vous voyez, on est passé au monde global, donc à la mondialisation. Et elles sont négligées aussi parce qu'en termes de diagnostic, on n'a pas les moyens de faire le diagnostic. En matière de traitement, il y a peu ou pas de traitement. Les gens n'étant pas solvables, les firmes ne sont pas intéressées pour faire des moyens de diagnostic ou de traitement. Et en matière de prévention, il n'y a souvent pas de vaccin pour la même raison, c'est que des vaccins, il faut les acheter. Donc, ils sont très tributaires d'une aide extérieure. Et c'est pour ça que ce concept de maladie tropicale négligée a été lancé au niveau international, en particulier par l'OMS. C'est pour motiver des bailleurs de fonds, le mot n'est pas très joli, à s'intéresser à ces maladies, à mettre de l'argent pour les éliminer, voire les éradiquer avec ces moyens internationaux. Quelles sont les principales maladies de ce type ? Alors, il y a une liste, mais en fait, la liste, elle est un peu, comment dire, on pourrait la changer, l'amoindrir, selon les régions, selon les pathologies géographiques. Mais pour le monde, il y a une vingtaine de maladies tropicales négligées. On peut les retrouver dans votre ouvrage, d'ailleurs. Alors, on les retrouve à plusieurs endroits. Vous pouvez les retrouver sur le site d'une association scientifique française qui s'appelle Maladies tropicales négligées, hein, qui est d'ailleurs depuis des années travaille sur plutôt le côté scientifique recherche de ces maladies tropicales négligées, qui a créé un réseau, le réseau MTN, qui dépend d'AIESAN, qui est un organisme de recherche. On peut le trouver aussi sur un excellent ouvrage gratuit en ligne qui est le Ipilitrope, l'édition 2016 que tout le monde peut trouver sur Internet en tapant Ipilitrope comme vous l'avez fait, ou aller sur le site des infectiologues, infectiologie.com, où il y a le détail et un chapitre dédié à ces maladies tropicales négligées. Je vous rappelle que c'est fait pour les gens du Sud, c'est fait pour les médecins, c'est fait pour les étudiants, c'est fait pour tout le monde, et que c'est accessible en ligne. Il y a une quarantaine de cas, maintenant 90 cas cliniques pour s'exercer à la médecine tropicale si ce soir vous voulez le faire avec votre famille. Vous voyez une ancienne édition, mais vous avez fait part du fait que cette édition est réactualisée et que le 16 juin prochain, 2022, on aura l'édition 2022. Absolument. Donc quand vous cliquez sur infectiologie.com, vous aurez à partir du 16 juin l'édition 2022 avec une belle couverture bleue. Et donc, il y a un chapitre dédié aux maladies tropicales négligées, et puis bien sûr des chapitres qui correspondent à ces différentes maladies. Il y en a 20. Donc, globalement, il y a des maladies virales, par exemple la rage, des maladies parasitaires comme la bilharziose, des maladies bactériennes comme l'ulcère de Brûlis. Et puis récemment, l'OMS a rajouté deux choses intéressantes. C'est la gale, parce que c'est
très important en fait la gale en termes pour les enfants dans le monde, surtout dans le monde des pays à ressources limitées. Et puis les envenimations, donc les morsures de serpents, de scorpions, etc. Pour une raison fort simple, c'est que c'est extrêmement coûteux pour les pays du Sud d'avoir les fameux sérums antivenimeux. Et donc, c'est négligé, faute d'avoir dans le frigidaire du petit village du sérum antivenimeux correspondant aux serpents et autres bestioles piquantes du lieu. Si on ne considère que le nombre de personnes infectées, quelles sont les principales maladies? Dans les maladies virales, il y a la dengue. Et la dengue, vous savez que c'est une arbovirose. C'est transmis par un insecte, c'est une maladie vectorielle. C'est un insecte qui s'appelle Aedes albopictus. C'est le fameux moustique tigre. Et ce moustique tigre, vous savez qu'avec les modifications climatiques, il s'étend dans le monde entier, y compris en France, jusqu'au nord de la France. Et donc, il peut véhiculer la dengue. Si on l'introduit, il faut qu'il y ait le vecteur, et il est maintenant à peu près partout. Et donc, il y a une extension de la dengue, du fait de l'extension géographique de l'aire de vie de ce vecteur, de ce fameux moustique tigre. Et justement, on voit qu'avec les déplacements de population et également le réchauffement climatique, des maladies dites tropicales, donc qui étaient dans les pays chauds et assez, je pense, localisées, maintenant s'étendent de plus en plus, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe ou dans des pays plus riches. Ah ben bien sûr, là on ne peut pas prévenir l'avenir, mais il y a un bel avenir pour la médecine tropicale en Europe, avec des choses étonnantes, puisque par exemple vous parlez des États-Unis. Il y avait un virus qui s'appelle le West Nile, qui était un virus qui était plutôt au Moyen-Orient, qui est passé aux États-Unis il y a plus d'une dizaine d'années, et qui s'est répandu, véhiculé par les oiseaux et les moustiques, et qui a atteint les populations nord-américaines. C'était inconnu sur le continent américain. À l'inverse, il y a des maladies qui vont probablement disparaître ou s'amoindrir du fait du réchauffement climatique, et d'autres qui vont s'étendre. Mais toujours, je voudrais poser donc deux questions. La première, c'est à la suite de ce que vous venez de dire, ça concerne aux États-Unis aussi uniquement des personnes défavorisées ou c'est plus vaste? Alors initialement, oui, parce qu'en fait, il faisait très chaud l'année où ce West Nile est arrivé par des oiseaux, probablement en provenance du Proche-Orient, de la région, disons, autour d'Israël. Et les oiseaux ont amené ce virus qui ensuite se transmet par des moustiques. Il faisait très chaud. Et donc, c'est des gens qui étaient dans des quartiers urbanisés. Et il faisait très chaud, donc ils étaient dehors le soir, donc piqués par des moustiques. Et c'est plutôt les gens défavorisés qui n'ont pas de climatisation qui étaient dehors. Donc ça a touché avant tout des populations noires américaines de ces zones urbaines américaines. Et puis après, bon, tout le monde en a profité. Alors ma deuxième question, c'était à propos de votre expérience africaine. Est-ce que vous pourriez nous la relater, puisque vous avez été assez longtemps en Afrique, au Mali? Alors, en termes institutionnels, moi j'ai travaillé au Mali, à Bamako, à l'hôpital national du Point G, qui est un point géodésique, je vous rappelle, et pas un point gynécologique. Et donc, pour le compte du ministère des Affaires étrangères, le but était, dans cette université qui était naissante, de former des médecins à être profs, à être universitaires. Donc ça a pris un certain temps. Mon prédécesseur est resté 10 ans, moi je suis resté 12 ans, pour former une génération de profs. Et puis travailler en maladies infectieuses, bien sûr, dans les hôpitaux ou pour des travaux de recherche en milieu rural. Et vous revenez d'ailleurs d'Égypte, où là, vous avez formé des médecins. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ces médecins-là ont besoin de votre expertise? Alors, l'Égypte, c'est pas l'Égypte, le gouvernement égyptien, c'est le fait qu'à Alexandrie, qui était une des grandes villes cosmopolites du monde, qui était grecque, romaine, européenne, s'est installée l'université Sangor, qui est une université francophone, qui dépend de l'Organisation internationale de la francophonie, donc qui est cofinancée par des francophones, les Français, les Canadiens et autres, et qui a installé une université à Alexandrie. Et au sein de cette université, il y a toute une branche de formation, de master en 2 ans,
pour des francophones, surtout d'Afrique, qui viennent faire de la santé publique ou de la nutrition. Et dans le module de santé publique, il y a bien évidemment toute la partie maladies transmissibles, maladies tropicales, et dans ces maladies tropicales, un enseignement sur les maladies tropicales négligées. Et sinon, vous parliez tout à l'heure effectivement de ces maladies-là, qu'il y en avait à peu près une vingtaine qui étaient répertoriées par l'OMS. Et si on comprend bien, donc il y en a certaines pour lesquelles il existe un traitement, mais où les populations n'y ont pas accès, faute de financement. Et il y en a d'autres pour lesquelles il n'existe pas de traitement. Donc plus elles vont toucher peut-être les pays riches, plus la recherche va certainement s'intensifier pour trouver des nouveaux traitements. Espérons que non, hein. Espérons que non, parce que le but, c'est de les éliminer en termes de problèmes de santé publique. Il y a des maladies infectieuses qu'on ne peut pas éliminer. Il restera toujours l'agent pathogène qui va traîner chez des animaux, dans le sol ou autre. Mais on diminue donc le poids, burden, comme disent les Anglais, le poids de la maladie, pour la rendre acceptable. C'est le cas de beaucoup de parasitoses, on ne va pas les éradiquer, comme le paludisme, mais on va rendre acceptable la morbidité et la mortalité, c'est sûr. Donc on est plutôt à essayer d'éliminer, et donc plutôt que d'attendre que ça vienne dans les pays du Nord, et la tendance c'est effectivement plutôt de mettre des sous au Nord pour aider à prendre en charge ces pays au Sud. Par exemple, pour les traitements, vous avez des maladies tropicales négligées comme le trachome, qui est une maladie des yeux, dans lequel il y a des traitements antibiotiques. Le pion, qui est une maladie cutanée qui dans les pays tropicaux, il y a des traitements. Quand vous avez eu Serge Resnikov pour vous parler de l'onchocercose, l'ivermectine est un traitement en prévention et en curatif de l'onchocercose. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est actuellement des donations de ces médicaments, soit directement par des firmes, soit indirectement par des organismes de soutien, l'OMS, mais aussi des grands organismes comme Gavi, comme pour les vaccins, ou bien comme la fondation Bill et Melinda Gates pour un peu tout en médecine tropicale. Donc la tendance est plutôt d'aider à fournir des médicaments en générique pas chers pour prendre en charge ces pathologies au Sud chez des gens qui n'ont pas ces médicaments ou qui n'ont pas accès au diagnostic, parce qu'il faut quand même faire un diagnostic souvent avant de traiter. Et qu'est-ce qui, depuis vos débuts dans ce secteur de la médecine tropicale, qu'est-ce qui a évolué en mieux et qu'est-ce qui, malheureusement, s'est dégradé? Alors, si on prend les maladies tropicales négligées, il y a du mieux, parce qu'on s'y intéresse depuis une vingtaine d'années, et qu'il y a quand même des fruits qui sont recueillis. Par exemple, la maladie du sommeil, qui est une maladie qui avait été pratiquement éliminée jusque dans les années 60 par les grandes endémies, la médecine militaire française, la médecine coloniale, Jameau, a repris à partir des années 60, elle a réémergé. Le mot émergé, il y a aussi réémergé. Elle a réapparu. Et donc, il y a eu des gros investissements, en particulier en médicaments, pour arriver à traiter cette maladie du sommeil. Et actuellement, on est en voie d'élimination en termes de santé publique. Elle ne va pas disparaître complètement. Il va falloir continuer à agir pour pas qu'elle réémerge une deuxième fois. Parce que ce qui est difficile dans les maladies tropicales négligées, quand on est arrivé à pratiquement éliminer le problème, c'est de continuer. C'est plus à la mode, les bailleurs de fonds s'enfuient, etc. Et donc, il faut surveiller aussi. Et éviter que ça réapparaisse. C'est le cas, par exemple, de l'onchocercose. Il y a eu une émission là-dessus. Et ça, c'est très important. La rage, par contre, qui fait partie des maladies tropicales négligées, c'est à peu près stable, faute d'avoir des médicaments pour les gens mordus, c'est-à-dire du sérum antirabique. C'est très cher, c'est compliqué. Et par contre, ça rentre dans une nouveauté au niveau mondial, c'est de considérer ces maladies qui sont transmises par des animaux, par les chiens ou les chauves-souris, comme une entité qu'on appelle One Health, une entité, une seule santé, où on prend en charge ces maladies par la médecine vétérinaire, le chien pour la rage, par la médecine humaine, les sérums antirabiques, et par le comportement. Donc il y a 3 volets
dans cette initiative One Health, une seule santé, vétérinaire, humaine et comportementale, qui est loin d'être la moindre. Et environnementale également. Oui, comportementale, environnementale, oui, tout à fait. Voilà. Parce qu'effectivement, une des contraintes de la santé dans les pays tropicaux, c'est le milieu. Alors, le milieu géographique, le milieu socio-anthropologique, le milieu économique, le milieu politique, le milieu génétique. On parlait de la drépanocytose, ben, il y a d'autres maladies, d'autres problèmes génétiques. La résistance aux antibiotiques, c'est un problème génétique. La résistance des vecteurs au DDT, c'est un problème génétique. Et donc, dans cet environnement, il y a des nouveautés. Parce que qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce qui va pire? Ben, ce qui va aller probablement pire, c'est ce qui est lié au manque d'eau. Il suffit de lire Le Parisien d'aujourd'hui. Hein, il y a une page sur le manque d'eau en France, mais c'est un manque d'eau dans le monde entier. Deuxièmement, sur la pollution. Et donc, il y a des maladies, pas toutes négligées, qui sont dépendantes de la pollution, surtout les infections respiratoires chez les enfants, les pneumonies, surtout de la pollution intradomiciliaire, domestique, hein, des PM2,5, c'est-à-dire des petites particules qui sont émises par les fourneaux traditionnels. Et aussi les problèmes de réchauffement climatique, disons plus globaux, hein, pas seulement de pollution, mais de réchauffement climatique, qui vont modifier ces maladies. Imaginez qu'il y a des maladies vectorielles qui n'existent pas parce qu'à partir de 1500 mètres, le vecteur ne vit pas. Il fait trop froid. Si on a un réchauffement climatique, on va avoir des vecteurs qui vont être au-dessus de 1500 mètres. Donc tous les gens qui habitent au plus de 1500 mètres vont se retrouver avec ce vecteur. Et donc les maladies que transmettent ce vecteur. Est-ce qu'on peut, donc avec toute cette recherche, en améliorant l'accès, en améliorant les financements, est-ce qu'on peut un jour penser que ces maladies seront complètement éradiquées ou Alors il y en a deux qu'on peut éradiquer. C'est alors, le ver de Guinée, la dracunculose, ça s'appelle la filaire de Médine. C'est une maladie qui était africaine, qui est transmise en buvant de l'eau contaminée. Et en filtrant cette eau avec des bas de soie, on arrive à filtrer le petit vecteur de cette maladie. Et on est arrivé pratiquement à l'éliminer avec une aide assez étonnante, c'est celle de la Fondation Carter. Monsieur Carter s'était mis à l'idée, le président Carter, d'éradiquer cette maladie. Alors c'est presque fait. C'est presque fait. Il reste quelques cas à droite à gauche en Afrique, mais très peu. Et pas de chance, on a trouvé qu'en fait, cette maladie touchait aussi les chiens, et donc il pouvait y avoir un cycle chez le chien, donc un entretien de cette maladie chez le chien. Donc un peu de retard probablement de cette maladie humaine, puisqu'on a trouvé qu'il y avait d'autres réservoirs de cette filariose, une filariose. Donc il fait partie des MTN, des maladies tropicales négligées. Et la deuxième, c'est le trachome. Le trachome avec des mesures de prévention, avec l'initiative WASH en particulier d'hygiène de l'eau. En quoi consiste la maladie, le trachome? Alors le trachome, c'est une bactérie, hein, Chlamydia trachomatis, qui touche les yeux des enfants surtout. Et puis ça abîme les paupières qui finissent par se retrousser et les cils viennent irriter la cornée, ulcérer la cornée et faire des yeux blancs, des yeux aveugles. Et donc il faut traiter par des antibiotiques. Il faut traiter par de l'hygiène. Et quand les paupières commencent à se retourner et à abîmer l'œil, il faut traiter par la chirurgie. Et donc, il y a toute une formation des infirmiers, parce qu'en Brousse, c'est les infirmiers qui opèrent, à apprendre les infirmiers à faire des opérations, ça s'appelle l'opération de Trabu, et donc à opérer ses yeux avant que ça n'abîme trop les yeux, et que c'est une cause de cécité. Hein. Ce n'est pas la première cause de cécité au monde, hein, qui est, comme chacun le sait, la cataracte. Donc, il y en a au nord et au sud. Mais c'est une des causes de cécité. Et on peut jouer sur cette maladie par des antibiotiques donnés gratuitement, par une éducation et par une hygiène de l'eau. Est-ce que le nombre de ces maladies, le nombre de médecins disponibles dans ces pays augmente proportionnellement à l'accroissement également de la population? Alors, vous dites, est-ce qu'il y a des maladies? On revient à ça parce que la réponse, elle est là. Tout ce qu'on voit en matière de médecine, il faut mettre un dénominateur, c'est-à-dire la démographie. C'est-à-dire parler d'une maladie, par exemple de la mortalité maternelle, ça dépend de la démographie. La mortalité infanto-juvénile, ça dépend, il y a un dénominateur. Combien de gens? Or, dans les pays du Sud,
pays dits tropicaux, disons pays à ressources limitées, la population augmente, surtout la population africaine. Deuxièmement, elle vieillit, donc il y a une modification des maladies, ça c'est très important. Et troisièmement, elle s'urbanise, donc on a une modification des maladies qui sont plus des maladies urbaines. Si vous voulez, l'ancienne vie, jusque dans les années 70, c'était... On traite des maladies tropicales, rurales, exotiques, surtout des enfants, avec un système hérité de la colonie qui était national, avec des dispensaires, des hôpitaux nationaux, et une aide internationale qui était bilatérale. La France aide le Mali, la Belgique aide le Burundi, etc. Et puis petit à petit, on a vu émerger une toute autre pathologie dans les années 80-90. On retrouve les vieilles maladies infectieuses anciennes, la maladie du sommeil, l'onchocercose, etc. Plus des maladies nouvelles, le sida. Plus des maladies de la mondialisation. Plus des maladies de l'urbanisation. Plus des maladies des vieux. Plus des maladies des urbains. Et le système international a changé. On n'est plus dans le bilatéral. On est dans le multilatéral. Avec des financements. C'est pour ça que souvent on ne s'y retrouve pas très bien dans la coopération française en santé. Où va l'argent? Mais il va beaucoup à des grandes opérations internationales, moins visibles que ce qu'étaient des coopérations bilatérales où on construisait un hôpital à Dakar ou à Bamako. Et en plus de ça, le système de santé a changé puisqu'il y a eu l'ajustement structurel dans ces pays dans les années 80, les Chicago Boys, c'est-à-dire supprimer tout ce qui est national, privatiser, et donc un effondrement des grandes endémies, de la lutte publique, de la prévention. Comment on pourrait faire pour améliorer les financements? Parce que c'est un peu là où est le nerf de la guerre, on va dire. Alors les financements, vous savez, il y en a un gros, énorme. Hein. C'est le financement du Fonds mondial, tuberculose, paludisme, sida, et maintenant c'est tuberculose, paludisme, sida, hépatite virale. Est-ce que Bill Gates donne plus que le fonds? Ou c'est le fonds qui est le plus grand? C'est difficile parce qu'il y a des interventions de Bill Gates, alors que le fonds, c'est un fonds. Mais disons qu'il n'y a pas assez d'argent pour le sida, mais il y en a plus que pour le paludisme, et la tuberculose est un peu le dernier né. Hein. C'est-à-dire on n'a pas vraiment l'argent, on a beaucoup mis sur le sida. Mais ce n'est pas suffisant pour fournir des antirétroviraux à tout le monde, en particulier pour la PTME, la protection, la transmission mère-enfant. Malgré la diminution des coûts des médicaments, est absolument spectaculaire, malgré les génériques. Et malgré le fait que maintenant, beaucoup de pays ont un programme national, ils n'ont plus besoin d'aide extérieure pour le fonctionnement. Jusqu'au Covid. Et arrive le Covid, et on voit que tous ces programmes nationaux ont souffert. Et on n'est pas sorti, donc on voit des papiers actuellement sortir, maladie par maladie, influence du Covid sur la prise en charge de l'ulcère de Buruli, qui est une des maladies tropicales négligées, hein, c'est une maladie bactérienne, sur le sida, sur la prise en charge des hépatites, sur la vaccination, sur la lutte contre la mortalité maternelle, et ainsi de suite. Il nous reste 1 minute. Oui, c'était pour vous demander si vous, à l'Hôtel-Dieu, donc à Paris, à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, vous voyez beaucoup de personnes qui viennent des pays du Sud et qui attrapent ces maladies-là, ou bien ce sont des gens qui voyagent. Enfin, quel est un peu le type de vos patients? Alors, on peut terminer là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse dans les maladies infectieuses, c'est les maladies tropicales. Bon, maladies infectieuses du Sud. Alors, il y a 2 façons de les voir. Soit c'est les voir au Sud, avec les moyens du Sud. Expérience de Bamako ou autre. Ou alors de les voir au Nord. C'est-à-dire de les voir chez des migrants ou chez des voyageurs. Alors, c'est pas tout à fait là, effectivement, où est le problème. Mais il existe quand même, ce problème. Avec un avantage, c'est qu'on a tous les moyens. On a tous les moyens de diagnostic et tous les moyens de thérapeutique. Et donc, les gens qui ont des maladies tropicales chez des voyageurs ou des migrants sont fort bien pris en charge. On prend l'exemple de l'Hôtel-Dieu. À l'Hôtel-Dieu, il y a une PASS, c'est-à-dire un service spécialisé pour accueillir les migrants, dépister des maladies infectieuses, IST, hépatite, etc., ou tropicales, et les prendre en charge. Et dans ces consultations à l'Hôtel-Dieu, il y a aussi de la consultation de médecine des voyages, qui est double,
qui est soit aller, c'est-à-dire conseil aux voyageurs, est-ce qu'il faut que je me fasse vacciner contre la fièvre jaune, l'hépatite et la typhoïde, et au retour, regardez docteur, j'ai des boutons, j'ai de la fièvre, est-ce que j'ai pas attrapé la bilharziose, la gale ou autre. Donc vous voyez, il y a cette médecine tropicale exotique en France, par les migrants et les voyageurs, et puis il y a la pathologie tropicale, qui est en fait la pathologie des pays à ressources limitées au sud. Merci, professeur Éric Pichard, infectiologue donc à l'Hôtel Dieu, à PHP. Et merci beaucoup, Bernard. Beaucoup. Merci. Merci.